Ça fait 21 ans que les Américains attendent ça, depuis que Andy Roddick s'était imposé contre Juan Carlos Ferrero en finale de l'US Open en 2003. Et là, pour cette édition 2024, Taylor Fritz va essayer de délivrer toute une nation, étant donné qu'il fera face à Yannick Sinner, le numéro 1, l'Italien grandissime favori. Est-ce qu'on va assister à une finale sans suspense? Est-ce qu'on va enfin se coucher tôt dans cette quinzaine? C'est ce que nous allons voir, parce que c'est vrai que sur le papier, l'Italien qui a décroché son premier majeur à l'Open d'Australie fait figure de grandissime favori, alors que lui, Taylor Fritz, il a certes ce titre à Indian Wells en 2022 contre Rafael Nadal quand même, il fallait se le coltiner même s'il était blessé, mais là c'est vrai qu'on se demande comment le titre peut échapper à l'Italien. On va essayer de voir un petit peu les forces et les faiblesses de chacun de ces deux joueurs en reprenant leur parcours, et à la fin je vais te donner mon pronostic, mais je pense qu'il ne va pas te surprendre. On se retrouve après le jingle. Ça fait quand même quelques années que les deux joueurs sont sur le circuit principal, et pourtant Taylor Fritz et Yannick Sinner ont croisé le fer que 2 fois. Il y a un partout entre les deux hommes, et systématiquement ils se sont rencontrés sur le continent américain, plus précisément à Indian Wells. Fritz a pris l'avantage en 2021 en 2-7, et Sinner a réussi à prendre sa revanche 2 ans après en 3-7 en 2023. Ce qui fait que les deux joueurs, ils n'ont pas forcément énormément de références, étant donné qu'ils se sont affrontés que 2 fois. Et pourtant, il y a bien évidemment un grandissime favori, je parle de Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, qui réalise une saison 2024 exceptionnelle. 54 victoires, 5 défaites, avec 5 titres, l'Open d'Australie, Rotterdam, Miami, Halle et Cincinnati. Il commence 2024 avec 16 victoires consécutives, en s'imposant à l'Open d'Australie, à Rotterdam, et derrière il s'incline seulement en demi-finale à Indian Wells contre Carlos Alcaraz. Mais l'Italien, il a passé un cap depuis l'été 2023, ce premier titre acquis à la Rogers Cup il y a un an, et derrière on l'a vu beaucoup plus matché avec un Novak Djokovic. Ça s'est confirmé en demi-finale à Melbourne, et cette saison il a montré qu'il était très grand et qu'il faudrait compter sur lui dans les années à venir, qu'il était capable de faire une valse à 2 avec un certain Carlos Alcaraz qui lui a eu quelques déconvenues après son été exceptionnel. Et après son sacre à Miami, il a eu une période de moins bien, notamment d'un point de vue physique, et on a eu des explications étant donné qu'en mars dernier il a eu 2 contrôles antidopage positifs, étant donné qu'il a été contrôlé positif dans son urine avec une quantité infime de clostébol, même si depuis il a été blanchi. Donc forcément cette décision fait jaser parce qu'on l'apprend plusieurs mois après. C'est toujours un milieu très opaque, le dopage, le sport, c'est toujours très compliqué. Certains vont dire qu'il a été protégé, mais son explication il tient la route par rapport au fait qu'il a été contaminé par un membre de son staff qui avait une blessure au doigt et qui a appliqué du spray, et dans ce spray on retrouvait une quantité de ce produit pour lequel il a été testé positif. C'est pas le débat de cette vidéo. Je vois certains dans les commentaires qui vont dire oui, Sinner le dopé, etc. Une piqûre et ça repart. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo. On aura l'occasion dans le reste de la saison d'aborder un peu plus profondément ce qu'est le dopage. Là on va parler des performances de Sinner parce qu'il s'impose quand même à Cincinnati. Là il est encore en lice à New York avec une finale où il va vouloir aller chercher son 2e sacre en major, et c'est extrêmement solide ce qu'il fait. Je sais pas si on se rend compte, mais Yannick Sinner, c'est vraiment le calme absolu, cette froideur. Ça m'avait marqué à Roland-Garros quand je l'ai vu de mes propres yeux affronter Carlos Alcaraz en demi-finale, où certes il s'incline en 5-7, mais c'était impressionnant comme il restait calme. Et là, je pense qu'à l'entame de ce grand chelem, c'était pas évident, hué par le public, comment les spectateurs allaient réagir par rapport à cette déclaration. Et on l'a vu contre McDonald d'entrée, où il perd ce set, que ça n'a pas été évident, mais derrière il a su se remobiliser, se mettre dans son tournoi, et son niveau moyen est tellement élevé que même si ce n'est peut-être pas celui qui a déployé le plus grand niveau tennistique, il est toujours là, et on voit vraiment le cap qui a été passé. Au niveau de son parcours, McDonald, Mickelson, O'Connell, Paul, Medvedev et Draper, comme je te le rappelais, il a eu une entame compliquée contre McDonald, l'américain qui menait 6-2, 1-0, il avait breaké dans le second set, et également contre un autre américain où ça n'a pas été facile, contre Tommy Paul, étant donné qu'il avait été mené 4-1, double break, et derrière, le numéro 1 mondial, il arrive à en remettre une couche pour s'imposer, pour être toujours présent, parce que son niveau moyen est très très élevé, il est capable de faire la différence. On avait ce match en quart de finale contre Daniil Medvedev où ça a été énormément décousu, le choc a fait flop. Medvedev qui a du mal, notamment avec son service qui a baissé en qualité, son hernie, problème à l'épaule, c'est compliqué pour lui d'avoir des points faciles, et on l'a vu vraiment totalement prendre l'eau contre Yannick Sinner qui s'est montré plus solide, un cran au-dessus, et ça s'est confirmé contre Jack Draper, son ami, où il s'impose en 3-7, 7-5, 7-6, 6-2. Et c'est vrai que depuis le début du tournoi, Draper, systématiquement, il était très très solide au service, étant donné qu'il était au-dessus des 75% de points gagnés derrière sa première balle.
Et là, il a été confronté à un excellent relanceur et ça s'est ressenti. 67% de points gagnés sur sa première balle, 10 doubles fautes. La pression exercée par Sinner à la relance, c'est tout simplement monstrueux. D'autant plus que Jack Draper, il est gaucher, il a un très bon revers, mais son coup droit, notamment avec cette grande préparation, c'est un peu moins évident, où il lift plus, il est beaucoup plus exposé. Et on l'a vu au début, il arrivait à bien tenir sur la diagonale revers, coup droit Sinner. Mais dès que ça allait sur son coup droit, Sinner arrivait beaucoup plus à exploiter les lacunes de son adversaire, notamment avec son excellent revers. Ça a tenu pendant 2 sets et après physiquement, on a vu que ça a été très compliqué pour Jack Draper. Malade. Pour Sinner aussi, il y a eu cette inquiétude étant donné que dans le second set, à 4 partout, il tombe sur son poignet, on l'a vu se faire manipuler. On avait peur du pire, mais lui-même est assez serein comme quoi s'il avait eu des répercussions, si ça avait été grave, il s'en serait rendu compte tout de suite, ce qui n'a pas été le cas. Et ce qui me marque le plus chez Sinner, c'est son calme, mais également son niveau moyen, qui est ultra élevé. Globalement, très solide au service. À la relance, il met une pression de malade, compacte des deux côtés. Il est capable d'asphyxier, d'étouffer ses adversaires. Et des fois, il y a des moments où il baisse un petit peu en intensité, mais à chaque fois, ça ne lui est jamais préjudiciable parce qu'il arrive à en remettre une couche supplémentaire. Pour le moment, personne ne l'a poussé dans ses retranchements physiques. Et à mon avis, c'est pas Taylor Fritz qui va vraiment le tirer dans la limite de ses compétences physiques, contrairement à ce qu'avaient fait Medvedev et Alcaraz à Roland-Garros et à Wimbledon. Et en plus, l'Italien, il a de très grandes chances de finir l'année numéro 1 mondiale à la race, donc le classement, son année en cours. Il a actuellement 2185 points d'avance sur le second qui est Alexander Zverev. Et on a un Jannik Sinner qui a enfin disputé toutes les demi-finales de chaque major. Sa saison, elle est ultra solide parce que pour le voir contre-performer, c'est très compliqué. Et quand ça va en 5-7, c'est clair que là, c'est un petit peu la roulette russe avec lui. Mais en finale, par contre, c'est tout autre. 16 victoires, 4 défaites. C'est 4 défaites en finale. C'est Jurkacz à Miami en 2021, Medvedev à Rotterdam et à Miami en 2023. Et Djokovic aux ATP Finals, il gère parfaitement le format, étant donné, encore une fois, il a cette froideur, ce calme qui lui permet de ne pas surjouer et dans ses grands rendez-vous d'être présent. Et ce qu'il faudrait surveiller, c'est qu'il pourrait prendre autant de majeurs qu'Alcaraz en 2024. Les deux joueurs qui vont animer le futur pourraient être à 2 partout. De l'autre côté du filet, c'est Taylor Fritz, l'américain 12e mondial à l'heure actuelle. Et quand on pense à l'américain en 2024, il ne retient pas forcément notre attention parce que c'est 44 victoires mais 16 défaites. Il a certes ce quart à l'Open d'Australie où il embête Djokovic, 8e à Roland, où il est assez solide également contre Casper Ruud. En 4-7, il cale certes contre le Norvégien. Et il fait un quart à Wimbledon où il perd seulement en 5-7 contre Lorenzo Musetti, l'Italien qui fait une énorme saison. Pourtant, dans le reste des événements, ça a été compliqué. Il a été assez discret, Taylor Fritz, alors que jusque-là, c'est plutôt en Grand Chelem qu'il calait et il était très performant sur des 250, des 500. On sent qu'il a passé un cap quand même parce que maintenant il tient son rang en Grand Chelem. Il a souvent craqué dans ses dernières marches sur ces tournois qui comptaient encore plus chez lui, mais là c'est quand même extrêmement solide parce que c'est vraiment ça qui lui faisait défaut avant. Rends-toi bien compte, avant 2024, c'était seulement 2 quarts de finale disputés en majeur. Et honnêtement, sur cette quinzaine, Taylor Fritz, c'est pas loin d'être le joueur le plus impressionnant au niveau de son parcours. Hugo Carabelli, Berrettini, Comesada, Ruud, Zverev et Tiafoe. Et c'est vrai qu'il y a une forme de relâchement chez lui qu'on a pu voir sur cette quinzaine. Personne pensait que Taylor Fritz allait aller spécialement loin, d'autant plus quand on voit sur le tableau Matteo Berrettini au second tour. Pourtant, il a totalement muselé l'Italien. On sait que cette confrontation lui réussit plutôt bien, mais il arrive à très bien relancer, d'autant plus qu'il a cet avantage également avec son service. Ensuite, contre Casper Ruud, le Norvégien qui fait un super premier set et il a totalement douché le Norvégien, prenant ainsi sa revanche de Roland-Garros. Et contre Alexander Zverev, pareil. On savait que ça allait être ce match compliqué entre les deux joueurs, mais on a eu un Zverev beaucoup trop passif, beaucoup trop défensif. Là où Taylor Fritz, il a pris le jeu à son compte. Dans la diagonale revers, il peut regarder droit dans les yeux Alexander Zverev. Au service aussi, c'est très solide. Il relance très bien. Il a su exploiter aussi les lacunes côté coup droit d'Alexander Zverev. Contre Frances Tiafoe, ça fait un gros match en 5-7. 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1. Et honnêtement, durant les 3 premiers sets, franchement, Frances Tiafoe, il est extrêmement solide. Il a su parfaitement exploiter la principale défaillance de Taylor Fritz, qui est sa qualité de déplacement. Donc comment exploiter cette défaillance ? Justement en changeant de direction en permanence, en attaquant en longue ligne avec son coup droit, avec son revers, ce qui fait que Fritz, à chaque fois, il était obligé de se déplacer, il bougeait beaucoup, à chaque fois il devait taper un peu en bout de course, et là on a vraiment vu un Frances Tiafoe qui le faisait repousser, qui le faisait jouer sur la défense, et ça a très bien marché. Le second set, Fritz il arrive à le prendre en tenant son service, en étant un petit peu au-dessus, mais ça passe comme ça, juste avec un petit break, et à partir du 4e set, là il va vraiment prendre l'avantage. Frances Tiafoe il va tenir jusqu'à 4 partout. Derrière, il va perdre son service, ça va faire 6-4,
Taylor Fritz, et on va voir un Frances Tiafoe qui va commencer à donner beaucoup plus de points, à faire beaucoup plus de fautes directes, là où Taylor Fritz, lui, va rester toujours imperturbable, il va commencer à régler la mire, et derrière, il va exploiter un petit peu ce Frances Tiafoe défaillant, et il va passer un cap aussi dans ce match quand même, en se montant extrêmement solide, et en faisant parler son avantage, sachant que dans les confrontations, il le rappelle lui-même, quand tu mènes 6-1, quand tu rentres sur le court, quand tu mènes 6-1 contre un Américain à l'US Open, quand même, il y a une certaine forme de nervosité. Il dit, lui, qu'il ne l'aura pas forcément en finale, même quand tu joues une finale de majeur, quand même, c'est très très costaud. Au pire, à la race, il sera 7ème, au mieux 5ème, donc il se replace vraiment bien pour cette course au Masters. Et en finale, c'est 9 victoires pour 6 défaites, 4 victoires, 2 défaites sur le continent américain. Atlanta et Memphis en 2016 et 2019, ce qui fait que depuis Indian Wells 2022, il n'a jamais perdu une finale sur le continent américain. Ouais, j'essaie de te hyper un petit peu cette finale quand même en disant que Taylor Fritz, voilà, quand même, sur son sol, c'est relativement solide. Mais on va voir quand même les clés tactiques pour voir ce que les deux joueurs peuvent remettre en place justement pour embêter l'autre. Mais avant, si tu ne nous connais pas, nous, c'est Games 10 Talk. On aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette et tu fais ton meilleur Jokos match sur le mouton pour t'abonner. Et en plus de ça, on a lancé une campagne de financement participative parce que Joris, d'abord chroniqueur bénévole en 2023, a rejoint la chaîne en alternance pour son master en marketing digital à partir de septembre 2023. La première année, on a le droit à des aides de l'État qui couvrent l'alternance à 60% et le reste, c'était sur nos fonds propres. Mais ces aides disparaissent la seconde année. Donc là, c'est vraiment la dernière ligne droite, le moment ou jamais pour savoir si on garde Joris pour sa seconde année d'alternance. Et c'est pourquoi on a lancé une campagne de financement participatif sur Tipeee qui te donne accès à 2 formules, une à 2 € par mois, où tu as accès à un Discord avec nous, où tu vas pouvoir échanger sur les prochaines vidéos notamment, et un autre à 5 € par mois, où en plus de tout ça, tu as 2 vidéos exclusives rien que pour toi. Juillet, c'était Paolini et Gasquet. Août, c'était Nishikori et Kerber. Et en septembre, tu vas avoir du Paul et du Silic. Donc, ça promet. Tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux en profiter. Tous les liens sont en description. Et bien évidemment, toute donation ponctuelle à la hauteur de tes moyens est appréciée. Un grand merci à toi si tu nous soutiens. On passe sur l'aspect purement tactique de cette rencontre. Il y a un partout entre les deux joueurs avec des avantages service revers un peu semblables des deux côtés. D'un point de vue physique, les deux joueurs ont eu un parcours similaire, sachant que c'est 14h20 sur les cours pour Sinner, 15h27 pour Fritz. Fritz, il a été meilleur au service avec 80% de points gagnés sur sa première balle sur cette quinzaine, contre 79% pour Sinner et 62% sur sa seconde balle, alors que Sinner, lui, c'est 59%. Et en plus, on a eu un Fritz qui a été très bon à la relance, 44% de break converti contre 42% pour l'Italien. Et l'Américain qui n'a été breaké que 9 fois et 11 fois Yannick Sinner. Donc on voit vraiment un Taylor Fritz qui joue bien au service, qui joue bien la relance. Mais là, ça va être un tout autre niveau, étant donné qu'il va découvrir la finale d'un major. Donc à voir comment il gère la pression mentale, même s'il l'a plutôt bien fait à Indian Wells en 2022 contre un Rafa, certes blessé. Mais Sinner, il a presque l'habitude de ces grands rendez-vous. Et on voit vraiment qu'en finale, c'est un joueur qui n'a pas peur de cette échéance, de cet enjeu. On l'a vu encore cette année à l'Open d'Australie où il arrive à remonter un déficit de 7 arrières en plus contre Daniil Medvedev. Donc là, voilà, clairement, mental, avantage pour Yannick Sinner. Et d'un point de vue technique, on a quand même un Fritz qui certes sert très bien, qui peut se montrer agressif. Mais là, ça va être extrêmement compliqué parce que Yannick Sinner peut exploiter l'une de ses lacunes principales qui est sa qualité de déplacement. Frances Tiafoe, il l'a fait, c'est-à-dire changer de direction, attaquer longue ligne des deux côtés. Mais là, on a un Yannick Sinner qui a une puissance naturelle, qui a une prise compacte des deux côtés, qui est capable vraiment d'agresser son adversaire, de l'asphyxier, de le faire reculer. Et ça, Fritz, il va pas du tout aimer. Il peut aller à la faute. Et c'est pour ça que Sinner, il va avoir l'avantage. D'autant plus que Sinner relance très bien, sert très bien. Donc, finalement, la dynamique service-retour dont avait l'avantage Fritz sur cette quinzaine va diminuer, voire va être battu par son adversaire italien. Après, on a Yannick Sinner qui va quand même devoir bien servir. Mais je ne vois pas vraiment l'Américain s'imposer contre Yannick Sinner. Pour moi, le niveau moyen de l'Italien lui est bien supérieur. En plus, il va niveler vraiment ses avantages, ses seules qualités en exploitant ses défaillances. Après, certes, si Fritz joue Fuego et serre le feu comme un Marin Cilic en 2014, pourquoi pas. Mais là, c'est pas évident, on l'a vu. Il a fait un set contre Frances Tiafoe. Après, l'Américain plonge totalement. Mais le faire pendant 3 sets, ça me paraît vraiment extrêmement compliqué. C'est pourquoi je vois une victoire de Yannick Sinner en 3 ou 4 sets. Pour moi, un match sans grand suspense, même si ce qui peut donner un peu la folie à cette finale,
si Fritz rentre mieux dans cette finale que son adversaire, notamment en jouant avec le public, en servant le feu total et en prenant ce premier set, pourquoi pas derrière, mais au mieux pour moi l'Américain prend un set. D'ailleurs, si tu veux connaître l'histoire d'une championne américaine, Josh a fait une excellente vidéo sur Serena Williams. Je t'invite à aller la regarder, nous on se retrouve de l'autre côté de l'écran.